eux. Mais avant, on va faire une petite introduction sur l'auteur. Dramaturge brésilien. Il a révolutionné la scène brésilienne à partir des années 1940. Alors, il est devenu le grand représentant du théâtre brésilien au Brésil et à l'étranger. Donc, c'est pour cela que je pense que c'est important de faire connaître son œuvre. Mais travailler sur lui est un grand défi, car à la fois on se trouve dans la responsabilité d'étudier les plus admirés dramaturges brésiliens et les plus détestés au début de sa carrière. Il s'agit de comprendre la figure publique qui a été appelée réactionnaire pour sa position politique et révolutionnaire pour l'audace de sa dramaturgie. Bon, il a écrit ses pièces dans un moment de confusion politique au Brésil. Toutefois, il n'a pas écrit de pièces vraiment politiques comme la plupart des dramaturges et artistes à cette époque-là, qui voulaient utiliser l'art pour diffuser leur opposition à la dictature militaire au Brésil. Alors, pour son refus à parler de politique, il a été appelé réactionnaire. Mais en même temps, la présence d'inceste, de morte et de trahison dans son théâtre, en général, dans sa littérature aussi, lui a conféré le titre de révolutionnaire. Son théâtre désagréable, comme il a été appelé, était refusé par le public qui allait toutefois regarder chaque pièce de l'auteur. Donc voici le grand doute qui reste autour de son œuvre. Il était tellement détesté et aimé. Mais comment déterminer à quelle extrémité de l'échiquier politique il se situait? Entre une tendance, comme j'ai dit, réactionnaire et révolutionnaire, il a toujours adopté une posture ambiguë. Alors qu'il se positionne contre le théâtre politique, réclamant la fin de la dictature, ce théâtre politique qui réclamait la fin de la dictature militaire au Brésil, justement parce qu'il la défendait, il crée un nouveau genre de théâtre. Il révolutionne la scène brésilienne vraiment en donnant toute sa place au langage quotidien et en mettant à l'honneur les pièces, suscitant une vraie réflexion à une époque où le pays ne semble connaître que la comédie de l'heure. Alors, cette ambiguïté rend l'œuvre rodriguienne une rareté, et l'inceste est l'élément qui représente le plus clairement cette complexité du théâtre de Nelson Rodrigues. Parce que ce que le public et la critique appelaient les aberrations exposées par Nelson Rodrigues est toujours étroitement lié à deux champs principaux, qui c'est la famille et le sexe. Donc, la forte présence de ces deux éléments-là, ainsi que leur interaction, donne lieu à une forte présence de ce thème de l'inceste. On vient de voir Le Serpent, la dernière pièce de Nelson Rodrigues, qui reprend le thème de l'inceste que le dramaturge a déjà exploré dans la majorité de ses autres pièces. Mais comme le remarque Sabato Magaldi, un spécialiste dans son œuvre, cette fois-ci, plus précisément, c'est l'inceste entre beaux-frères, comme elle a dit, principalement entre les sœurs, la confusion entre les sœurs, qui est le sujet principal de cette pièce. C'est un type d'inceste très rodriguien, en fait. C'est une pièce courte, comme on a vu une scène, mais en fait c'est une pièce courte dont la mise en scène peut tenir dans les limites d'une seule heure. Donc cela permettrait à l'inceste rodriguien de se voir explorer seul et dans sa plénitude, d'une manière concentrée et cristallisante. Du reste, Sabato Magaldi, c'était spécialiste de Nelson Rodrigues, propose de voir dans la place ultime que prend cette pièce au sein de l'œuvre rodriguienne le résultat d'une stratégie, consciente ou non, des dilutions et des placements du thème dans les pièces précédentes. Thème dont le potentiel n'a finalement été entièrement et intensement exploré que dans cette dernière pièce. Magaldi a dit Nelson, pour avoir déplacé si longtemps la réalisation de ce texte, diluera l'histoire dans d'autres parcelles pour finalement l'explorer dans toute sa potentialité. Alors, pour travailler l'inceste chez Nelson Rodrigues, j'ai fait a priori
de ce qu'il voit comme la réalité. Il explore le sujet de façon à le rendre omniprésent dans la pièce sous le mode de l'exagération. Les conflits personnels des personnages, leurs folies et leurs angoisses sont exposés dans plusieurs parties de la pièce et construisent l'espace de manière à faire l'inceste le moment où l'œuvre atteint son point le plus émouvant, le plus frappant et étonnant. L'inceste est le nœud tragique du théâtre rodriguien, le point où le public se reconnaît dans les comportements aberrants et monstrueux qu'il voit sur scène et qu'il ne peut normalement manquer de refuser et de condamner. Alors, la particularité de la dramaturgie de Nelson Rodrigues tient à son usage paradoxal du thème de la liberté sexuelle, de manière à condamner et rejeter ce même comportement. Rodrigues décrit son sentiment à ce sujet. Il dit « Je sens une profonde et inconsolable nostalgie de la pureté. Je parle de la pureté dans tous les sens du terme, y compris la pureté physique. » Alors, Sabato Magatti a déjà cité dans ses travaux la nature à proprement parler pathogène du sexe tel qu'il est traité et illustré par Rodrigues, pour qui il semble en effet être la raison des plus profonds problèmes humains. Du dérèglement des instincts. Même au sein du mariage, l'activité sexuelle est présentée comme le plus grand péché de l'humanité, selon Nelson Rodrigues. Dans La femme sans péché, sa première pièce, il affirme que connaître l'amour, même celui de son mari, est une malédiction. Et alors, plus grave encore à ses yeux, c'est la séparation entre l'amour et le sexe. Dans Le Serpent, Guida en arrive à la conclusion. L'homme désire sans amour et la femme désire sans aimer. Et comme le dit Sabato Magatti, l'amour, qui équivaut à une grâce, fatalise les deux créatures. Alors je crois que cette phrase fait la synthèse des femmes tragiques rodriguiennes. Parce que ce qu'Inès Rodrigues nous livre est une réalité crue et nue dans laquelle les désirs soit frôlent les barrières culturelles, soit le renversent et se libèrent. Toutefois, l'auteur procède ainsi de manière à faire émerger un questionnement moral qui puisse finalement imposer une limite aux pulsions sexuelles, notamment dans le cadre de la famille. C'est pourquoi les personnages qui peuplent les histoires rodriguiennes sont empreints d'une intense culpabilité à l'égard de leurs désirs en général, et notamment à l'égard de ceux qui ont leur famille comme objet. Les situations mises en scène par le dramaturge opposent ces désirs naturels au moralisme social, et la présence de l'inceste en est l'exemple le plus fort et le plus patent. Alors, j'ai travaillé sur la psychanalyse, car son influence au monde occidental de cette époque-là ne peut pas être oubliée. Il a eu même un fort rejet qui a subi à la psychanalyse dans ses premières années, mais le sexe est devenu un sujet plus abordé, mieux compris et mieux analysé. Et alors, peut-être en raison de son caractère polémique, dans la mesure où elle semble s'attaquer au moralisme de la société et de la religion, la théorie freudienne devient alors objet des discours les plus divers et non plus seulement ceux des spécialistes. Je me suis dédiée alors à la psychanalyse et ses principaux sujets d'études comme l'inconscient, la pulsion, le complexe d'Oedipe, etc. pour voir comment cette théorie a pu changer la façon dont on traite du sexe et de l'inceste, ce qui qualifie différemment l'inceste trouvé chez Nelson Rodrigues et dans la tragédie grecque, par exemple. Alors ensuite, j'ai travaillé aussi sur l'anthropologie et la sociologie pour trouver ce qu'il y a d'humain et universel dans l'œuvre rodriguienne, et alors pour vérifier sa qualité cathartique. Dans Totem et Tabou, Freud donne une importance accrue à l'hypothèse émise par certains chercheurs sur le fait que l'exogamie puisse être conçue comme une pratique institutionnalisée dans le but de prévenir l'inceste. Freud cite également Frazer qui soutient que la loi n'interdit aux hommes que ce qu'ils pourraient exécuter sous la pression de leur pulsion. Ce que la nature elle-même interdit et punit, la loi n'a pas du tout à l'interdire ni à le punir. Alors, quant à la thématisation de l'inceste dans le théâtre de Rodrigues, la comparaison avec les études sociologiques et anthropologiques sur ce sujet soulève une question.
qu'ils ne soient pas complètement réprimés par la société, même si leurs gestes et leurs paroles indiquent déjà clairement leurs sentiments et leur culpabilité. De plus, une autre question se pose sociale et liée à la situation sociale brésilienne présente dans l'œuvre rodriguienne, fondée sur la construction familiale imposée par les années de colonisation, comme nous pouvons voir sur le livre Santos e Canalhas d'Adriana Facina. L'œuvre rodriguienne sera une critique du peuple et de la structure sociale dans laquelle celui-ci s'en sert, critique motivée par l'existence au sein même du système d'aberration et perversion sexuelle dans l'inceste. Alors, à travers les études de la sociologie brésilienne, on sait qu'il y a de vrais pour qu'on puisse bien confondre la particularité de la façon de l'auteur d'appliquer l'élément qui est l'inceste. Alors, si on lit les études du sociologue brésilien Gilberto Freire, par exemple, nous comprenons que le retrait de la présence coloniale portugaise au Brésil a permis aux familles utilisant des esclaves de se fixer. Alors, cela généra des formes de relations violentes, non seulement dans le domaine du travail, mais aussi dans celui du sexe. Toute interaction sociale étant alors caractérisée par l'excès et par l'abus. Des situations similaires à celles mises en scène par Nelson Rodrigues se dégagent alors. Cependant, le Brésil est confronté au projet de modernisation imposé par la famille royale depuis son arrivée, l'arrivée de João VI au pouvoir, ce qui ne manque pas de saper l'autorité traditionnelle du système patriarcal et de remettre en cause l'endogamie résultant de la structure sociale. Juste pour, parce que quand justement parler, on peut penser que ça c'est l'héritage dans la société brésilienne. Tout ça, ça a eu lieu beaucoup avant. C'est ce qui reste dans la société, une société très morale finalement, basée sur des patriarcats et des esclavages. C'est ça, mais c'est juste que on pourrait penser que Nelson a vécu. Non, ça c'est une question historique. C'est des choses qui ont resté comme base de la création de la société. Oui, c'est ça. Alors, oui, devant la faillite du patriarcat dans cette époque, les relations entre les personnes, et notamment les relations sexuelles, commencent à changer profondément. L'ordre public se heurte donc à l'intérêt collectif et il en résulte une dualité où le plaisir s'oppose aux lois à la manière des intrigues rodriguiennes. Les personnages sont à la fois gouvernés par leur pulsion et dans la tentative de les contrôler. Alors, étant donné que dans les œuvres rodriguiennes comme Albin des familles et Dame des noyés, les personnages vivent dans un cercle familial très étroit, replié sur lui-même et réellement étouffant, l'interdit qui normalement pèse sur l'inceste, comme on a pu l'analyser précédemment, n'a pas sa place. En effet, cela reviendrait de la part de Rodrigues à mettre de côté les questions culturelles les plus cruciales, éventuellement socialement codifiées, pour ne mettre en évidence que les questions naturelles et biologiques. C'est justement parce que les personnages ne sont pas bloqués socialement que le public est choqué. Cependant, s'il n'y a pas d'ordre rigide et clair, reste que les personnages sont malgré tout bel et bien insérés dans un contexte qui leur permet d'accéder à une certaine conscience morale. D'où la pratique chez certains d'entre eux de l'autopunition, tel que Guilhem dans Albin de famille, et qui se castre pour ne pas avoir de relation